Lundi 22 août 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française sur Viva. Tout de suite, les actualités de ce jour. Certains enfants sont obligés d'aider leurs parents dans les activités quotidiennes. Néanmoins, faire travailler des mineurs est formellement interdit par la loi. La lutte contre le travail des mineurs sera donc renforcée à travers diverses stratégies propres et adaptées à chaque région, a souligné la ministre de la Fonction publique durant la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants le 19 août. Félène Rakoutoir-Soul nous apporte les détails dans ce reportage. Le gouvernement malagasy, à travers le ministère de la Fonction publique, déploie de multiples efforts pour lutter contre le travail des enfants à travers divers projets au niveau de chaque région de Madagascar. Cependant, de nombreux efforts sont encore nécessaires pour l'éradiquer, comme l'établissement d'une stratégie à long terme, selon le ministre de tutelle. Pour la région sud-est, la région, avec les responsables de chaque entité, a mis en place comme stratégie le contrôle des dînes parentales pour lutter contre le travail des enfants. La commune de Befandef, dans le district de Murumbe, est l'une des communes qui l'a mis en œuvre. L'objectif est de traquer les parents qui enfreignent intentionnellement la loi en faisant travailler des mineurs. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée à Toliar le 19 août dernier. Les avis et suggestions collectés lors de la consultation tenue au MBC IVAT concernant la refonte du code minier seront regroupés et des efforts seront faits pour que le projet de loi concernant le code minier passe devant les deux chambres lors de leur prochaine session. D'après ce reportage de Ruth Christelle Malal sur les images de Barnier Nadélisson. La fiscalité minière est l'une des réformes dans le code minier. Elle ne sera plus un taux unique, mais un taux différencié selon les produits. Selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakut Malala Ernjane Olivier, les opérateurs ont proposé entre 2 à 8% selon les substances. Nous devons également définir les substances stratégiques pour que nous puissions en bénéficier, car nous en avons beaucoup, a poursuivi le ministre. Dans le cas du lithium par exemple, le prix d'une tonne atteint les 45 000 $ américains et il pourrait être multiplié par 40 d'ici 20 ans. Cependant, il n'est pas exploité comme il se doit à Madagascar et aucun code ne définit ces substances stratégiques. En outre, le ministre a annoncé que le gouvernement commencera à délivrer le renouvellement du permis minier. Les travaux correspondants sont déjà en cours. Rappelons que sur 1300 opérateurs, seuls 25 possèdent un permis minier légal. L'or a également été discuté lors de cette rencontre. Tous les avis et suggestions reçus lors de la consultation de 5 jours au MBC IVAT seront rassemblés, partagés avec les participants, puis soumis au Conseil des ministres. Des efforts seront faits pour l'inclure dans l'ordre du jour des deux chambres du Parlement en octobre prochain. Et sur un tout autre sujet, à présent, le test d'aptitude militaire a officiellement débuté aujourd'hui pour Fianarantsoa, région Haute-Matiach. Le ministre de la Défense nationale a déclaré que le test d'aptitude militaire aide le gouvernement à établir et à renforcer la souveraineté nationale. Le recensement des majeurs témoigne de la volonté des jeunes à servir leur pays, a-t-il déclaré, avant de poursuivre qu'il est aussi nécessaire de connaître le nombre de jeunes dans le pays pour pouvoir les mobiliser en cas de besoin. Le test d'aptitude militaire permet d'obtenir par la suite la carte verte qui confirme qu'on a effectué le test d'aptitude militaire. La dite carte promet d'obtenir le certificat de position militaire qui est nécessaire pour l'obtention de nombreux documents tels que les passeports, mais aussi pour les dossiers d'inscription aux divers concours administratifs. 12 kilos d'ossements humains et 4 kilos de cristaux ont été saisis par les gendarmes de la compagnie Imirna Centrale vendredi dernier dans la commune Ampanev, district de Manzakanjin. Les deux hommes sur qui on les a trouvés sont actuellement gardés à vue par la gendarmerie. Lors de leur arrestation, l'un des deux hommes a tenté de résister et a ainsi reçu une balle dans la jambe. C'est Chirangianas et Anzara Zonarville dans ce reportage. La gendarmerie a reçu des informations sur la présence de deux hommes qui recherchent un repreneur d'ossements humains dans la commune d'Apanev, dans le district de Manzakanjin. Les gendarmes sont donc venus les confirmer et ont pu procéder à l'arrestation des deux hommes vendredi dernier.
Des ossements pesant 20 kg et des cristaux pesant 3,5 kg ont été retrouvés avec eux. Lors de la perquisition de la maison où ils se trouvaient, l'un d'eux a tenté de résister aux gendarmes et a tenté de prendre le fusil de l'un des gendarmes. Ce dernier a riposté et l'un des voleurs a reçu une balle dans la jambe. Selon les recherches, les ossements ne peuvent être utilisés que pour 5 usages, pour fabriquer des bijoux, pour fabriquer du Ranmein ou des engrais pour fabriquer du Provand ou encore des eaux de gaz. Les 2 individus seront déférés au parquet après l'enquête de la gendarmerie. Encore dans le volet faits divers, au total 410 plomb de cannabis d'un poids total de 30 kg ont été découverts dans le village d'Ambatloun à Panjou Darumbamb, Fuktan Manjak, commune rurale d'Ambatloun, district de Manzakanjin. Tôt dans la journée, 110 ont déjà été mis en terre, ces 300 plombs étaient encore dans des sachets. Des renseignements auprès de personnes de bonne volonté ont permis aux gendarmes de mener l'enquête et d'obtenir ce résultat. 3 personnes auraient cultivé ces drogues et ont été immédiatement arrêtées par la gendarmerie d'Ambatloun. Les drogues saisies seront ensuite brûlées. Les 3 hommes ont été gardés à vue en attendant leur déferment. Bande originale d'un film, tel est le thème pour la première prime de la télé-réalité F5. Les 19 jeunes filles candidates chanteront donc samedi des bandes originales issues des films emblématiques et qui ont marqué l'histoire du cinéma. Ces dernières sont déjà en pleine préparation du show de samedi et ont donc commencé leur formation au loft à compter d'aujourd'hui, une formation multidisciplinaire du physique au vocal dans l'optique du professionnalisme. Un reportage sur les images de Barniana Denisson. La formation des jeunes filles F5 a débuté aujourd'hui au loft après l'après-midi de présentation de samedi dernier, durant laquelle on a pu découvrir les candidates sélectionnées pour l'aventure F5. Elles sont désormais formées au loft sur le plan physique, étant donné qu'elles performeront sur scène, le physique et l'esthétique sont donc d'une importance capitale. Elles devront également travailler l'endurance et le souffle durant leurs prestations. Mais la plus importante, la formation technique vocale, la vocalise, les notes, les gammes feront l'objet d'attention particulière. Elles sont donc en pleine préparation pour le show de la première prime. Les chansons ont été tirées au sort aujourd'hui. En effet, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'après-midi de présentation, elles n'auront plus le droit de choisir leurs chansons. Pour cette fois, les organisateurs ont établi une liste de 19 chansons précisément de bande originale d'un film qui est le thème pour cette première prime. L'attribution des chansons pour chaque candidate a fait l'objet d'un tirage au sort. Ces dernières promettent un show de qualité et professionnel pour ce samedi. Des candidates quitteront l'aventure également pour la première fois ce samedi. Et dans le volet sportif à présent, le CFFA Enduran Foot et les Baria Chan 2023 sont tous deux prêts à affronter les matchs internationaux qui les attendent. Les Baria sont sortis vainqueurs face au CFFA durant le match test d'hier. Côté Baria, ce match était nécessaire pour finaliser les dernières dispositions avant la rencontre contre le Botswana, laquelle aura lieu dans une semaine. Côté CFFA, le partage en matière de préparation était nécessaire, celui-ci qui a commencé un entraînement intense depuis la semaine dernière. Le CFFA rencontrera le Switzerland le 11 septembre pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Anzara Zonarville nous en dit plus dans ce reportage. C'est ici, au stade d'Amboujachim, que ces deux équipes qui nous représentent dans les compétitions africaines ont disputé un match test hier. Le CFFA Enduran Foot en orange affrontera la Ligue des Champions en Afrique et le Baria Chan, la deuxième étape des éliminatoires de la Chan 2023. Ce match a été très bénéfique pour corriger les erreurs. Les Baria en blanc, qui étaient déjà dans leur meilleur jour, en première mi-temps, Tenj a brillé en inscrivant ici le premier but des Baria. En seconde période, Foroche a inscrit le deuxième but. Ces joueurs qui n'ont pas été très exposés lors du match contre les Seychelles peuvent montrer un très beau jeu et peuvent donc être titulaires selon le coach. Ce genre de match était nécessaire, une semaine avant la rencontre avec le Botswana, selon l'entraîneur des Baria A. Du côté du CFFA, ces derniers ont entamé un entraînement intensif depuis la semaine dernière. Ce match s'inscrit donc dans ce cadre. Cette équipe championne de Madagascar a encore le temps de se préparer avant le match contre le Royal Leopard de Swaziland dans le cadre de la Ligue de champions africains. Le match aller aura lieu chez nous le 11 septembre, le match retour chez eux le 18 septembre.
Quant aux Baria de Madagascar, ces derniers affronteront le Botswana le 27 août à Gaborone, si le match retour aura lieu le 2 septembre à Madagascar. Et concernant les actualités internationales de ce lundi, au Royaume-Uni, les grèves de la colère se poursuivent. Après les transports publics terrestres, le fret maritime est menacé de paralysie. Dimanche, pour la première fois depuis 1989, près de 1900 dockers et grutiers ont cessé le travail à Felixstowe, principal port de fret britannique. Ils réclament, comme dans les autres secteurs, une augmentation de salaire pour faire face à l'inflation. La grève devrait durer au moins 8 jours d'après ce reportage de France 24. Ils bloquent le plus grand port du Royaume-Uni pour le deuxième jour consécutif et sont prêts à tenir dans la durée. Dockers, grutiers, opérateurs des machines, près de 2000 employés au total qui réclament une hausse des salaires face à l'inflation galopante qui touche le pays. Si on n'a pas de rattrapage de salaire maintenant, alors ce sera quand? On doit prendre position maintenant. Vendredi, l'opérateur du port leur a proposé une augmentation de salaire de 7% et un versement de 500 livres. Une offre rejetée par le syndicat Unit. Les dockers demandent une indexation sur la hausse des prix qui dépasse les 10% sur un an. C'est vraiment difficile, vous savez. Le coût du carburant et tout le reste est vraiment élevé. Pour certains des gars ici, cette augmentation de salaire de 10%, c'est la différence entre devoir aller à une banque alimentaire ou avoir un peu de dignité. Selon les compagnies maritimes et les dirigeants syndicaux, cette grève pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement du pays et retarder les livraisons de marchandises. En Grande-Bretagne, les conflits salariaux se multiplient et touchent particulièrement le secteur des transports. Dans les prochains jours, plus de 115 000 postiers doivent prendre le relais. Ils seront ensuite suivis par les employés de British Telecom. Cette vague de grève est d'ores et déjà un sujet brûlant auquel devra s'attaquer le futur Premier ministre britannique, Liz Truss ou Rishi Sunak, dès son élection le 5 septembre. Et en Somalie, le bilan s'alourdit après une attaque des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Le ministère de la Santé a annoncé qu'au moins 21 personnes ont été tuées, 117 blessées. L'attaque avait pris fin samedi soir lorsque les forces de sécurité somaliennes ont détruit l'hôtel qui était assiégé depuis une trentaine d'heures. Reportage. Les derniers coups de feu, puis le calme, de retour aux abords de l'hôtel Hayat. Selon les autorités, les assaillants retranchés dans cet établissement de la capitale somalienne ont été tués après près de 30 heures de siège. Et l'hôtel a été détruit dans les combats. L'attaque avait débuté vendredi soir. Des islamistes radicaux avaient pénétré dans l'hôtel munis d'armes à feu, tirant au hasard à l'intérieur du bâtiment. Des dizaines de personnes ont été touchées. Les gens fuyaient dans la confusion. Ils couraient tous vers un endroit où ils pensaient être en sécurité. L'hôtel a commencé à se remplir de fumée et de flammes. Et j'ai vu l'un des agents de sécurité de l'hôtel saigner et un autre homme blessé. Cette attaque a été revendiquée par les Shebab, un groupe lié à Al-Qaïda et qui sévit dans le pays depuis 15 ans. Si les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011, ils restent bien implantés en zone rurale et leurs attaques dans la capitale sont fréquentes. Cette dernière est d'ailleurs la plus importante depuis l'arrivée au pouvoir en mai du nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Cette attaque intervient également dans la foulée de lourdes pertes dans les rangs Shebab. L'armée américaine a annoncé mercredi avoir tué 13 de leurs combattants dans des frappes aériennes ciblées. Et dans l'est de l'Afghanistan, au moins 20 personnes sont mortes et plus de 3000 habitations ont été détruites lors d'inondations provoquées par des pluies diluviennes, ont fait savoir dimanche des responsables afghans. Les services météo prévoient encore de fortes pluies. Dans les prochains jours, 20 provinces risquent d'être inondées. Un reportage signé France 24. Assis sur les décombres, ces villageois afghans ont tout perdu. Leur village de Kouchi a été quasiment rasé par les inondations. Au cours des dernières heures, plusieurs dizaines de personnes sont mortes à cause des pluies diluviennes qui frappent la province du Logar, dans l'est du pays. Environ 2000 têtes de bétail ont aussi disparu à cause des intempéries. Dans l'histoire de Kouchi, c'est sans précédent.
Cela a tué tous les animaux, détruit les maisons et les terres agricoles. Les gens sont sans domicile, ils ont cherché refuge dans les montagnes. Des dizaines d'Afghans meurent chaque année à cause de pluies torrentielles, en particulier dans les zones rurales pauvres où les maisons sommairement construites peuvent facilement s'effondrer. Le Pakistan voisin est aussi touché par les fortes pluies. Dans le sud du pays, le village de Fazalpur est complètement englouti. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que tout Fazalpur est submergé. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à 10 pieds. Ces derniers jours, plus de 100 personnes sont mortes en raison des fortes pluies. La période de mousson frappe toute la région. Chez l'Inde voisine, les inondations et glissements de terrain ont fait au moins 50 morts dans le nord et l'est du pays. C'est également avec cette actualité en Afghanistan que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Retrouvez-moi pour demain pour des nouvelles actualités.